Hop, c'est tout bon. Ok. Bon, bienvenue tout le monde. Bon, je pense que la plupart connaissent les jardins, du coup je ne vais pas représenter les jardins. Et là, l'idée c'est de parler un petit peu alors du planning et des rotations. Alors, ce que je n'ai pas préparé du tout, hein, donc ça va être en impro. Alors juste pour, comme c'est tellement propre un petit peu à chaque exploitation, pour situer un petit peu, nous on vend donc au magasin du lycée. Voilà, un magasin qui est ouvert tous les jours. On fait une trentaine de paniers. Là, à un moment, on était monté à 60. Là, c'est un petit peu en désuétude, donc on fait une trentaine de paniers par semaine. Et puis, on vend aussi à 4 magasins bio et 4 cantines. C'est pas des volumes énormes, mais régulièrement, voilà, il y a ces 4. Donc, en gros, on fait 50% en vente directe, 50% en demi-gros. Et du coup, le planning de rotation et de mise en culture est dépendant un petit peu de ces ventes-là. Donc, c'est à la fois positif parce que du coup ça permet que toutes les ventes ne dépendent pas d'un circuit, mais c'est compliqué parce que du coup ça demande beaucoup de travail et puis c'est un peu complexe au niveau des ventes, puisqu'il faut arriver à la fois avoir de la marchandise pour tous les circuits pour que tout le monde soit satisfait en gros, quoi. Faut qu'il y ait des paniers au magasin, faut qu'il y ait des légumes au magasin pour les paniers, et puis quand on commence un partenariat avec des cantines et un magasin bio, si on lui vend une fois par mois ça va pas, il faut être là et arriver à suivre régulièrement. Ce qui se rajoute un petit peu au niveau de la complexité, c'est un petit peu le prix du légume, c'est-à-dire qu'en circuit de demi-gros, on va être dépendant entre guillemets du cours de la bourse du légume, quoi. Et ça, je trouve que d'année en année, c'est de plus en plus compliqué à gérer parce que, à part vraiment cas particulier, il faut s'aligner sur les tarifs mercurial ou autres, quoi. Et quand on est en concurrence, comme la semaine dernière, avec des poireaux bretons, qui sont très bons, hein, j'ai rien contre les poireaux bretons, mais à 1,80 € le kilo, du coup, 1,80 € quand tu fais tes poireaux à la main, ils ont beau être super gros, ça vaut pas le coup, quoi. Autant les broyer au champ, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on peut quand même écouler du volume et puis régulièrement on a de la demande. Et puis comme l'idée du jardin ici, c'est que ça serve en gros de support pour tous les étudiants, donc de la seconde au BTS et les formations adultes. Eh ben, il y a matière à faire, quoi. Il y a du boulot tout le temps, il y a tout le temps du légume à préparer, il y a tout le temps à planter, il y a tout le temps à récolter. Et ça permet qu'il y ait matière à faire. Voilà. Alors pour parler, là on va faire un petit focus donc sur les tunnels. Et surtout n'hésitez pas que ce soit interactif avec des questions au fur et à mesure ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Donc là on est passé sur des pratiques où progressivement on a arrêté de travailler les sols. Donc là ça fait à peu près... on va dire celui-là, ça fait à peu près 5-6 ans qu'il y a massivement des apports de matière organique chaque année. Ici dans ce tunnel-là, on va faire un exemple de rotation, comme ça ce sera plus simple. Dans ce tunnel-là, il y avait historiquement tout début d'année, il y avait encore des restes de mâches. Ensuite donc mâche sur broyat, des résidus de broyat, donc tomates, mâches. Et là on arrive sur patates primeurs. Donc nos patates primeurs, on les fait pré-germer tout le mois de février, quand on reçoit la semence à temps. Et on les plante début mars sur toile tissée. Donc toile tissée, on déroule simplement notre toile tissée. Elles sont pré-trouées à 20 par 20, 20 cm par 20 cm. Et puis alors je pose pas la patate, je la mets un tout petit peu, je la mets on va dire à 5 cm sous la terre et puis on referme, quoi. Voilà. Donc le fait d'avoir la toile tissée, ça permet une intensification assez forte. Les autres années, j'ai fait l'erreur de remettre du paillage. Mais du coup, comme on veut de la patate primeur, forcément avec du paillage, ça marche pas. Enfin, ça marche pas aussitôt qu'on le voudrait. Puisque ce qui est intéressant avec la patate primeur, c'est que si on arrive à la sortir mi-mai, on peut la vendre en vente directe 4,50 € le kilo sans que ce soit abusé, quoi, hein. On peut même monter un petit peu plus parfois si on arrive à l'avoir un petit peu plus tôt. Et alors ça paraît beaucoup, mais c'est pas déconnant, hein. Des fois, on voit des patates qui arrivent début mai du sud de la France à 6 € le kilo. Donc à 4,50 €, on est pas mal. Tout le monde est content, nous on se fait des bons petits rendements. Alors... Ça fait 2 années qu'il a fait assez froid, on s'est repris le gel, c'était pas évident là sur ces tunnels là qui n'ont pas une inertie délirante. Ça demande une vigilance vraiment, vraiment forte pour tout ce qui est P19, ouverture, fermeture, machin. Et pour peu que voilà, nous on a des permanences le week-end, mais pour peu que voilà, du coup c'est la permanence du collègue, il n'est pas là ou machin, on peut se retrouver avec des patates qui prennent un petit gel, quoi. Donc forcément chaque fois tu perds une semaine à chaque gel qui se prend. Et puis ça impacte aussi le rendement. Donc pour parler concrètement, cette année, au lieu de les sortir mi-mai, on a commencé à les sortir au 10 juin, avec des rendements du coup pas très intéressants, quoi. On était sur 20-25 tonnes hectares, alors que normalement, quand ça marche vraiment bien, qu'on a les semences à temps, qu'il n'y a pas d'aléa climatique, on commence mi-mai avec un équivalent, je dis bien un équivalent, 30 tonnes hectares.
Et on finit mi-juin avec le meilleur qu'on ait fait, c'est équivalent 42 tonnes, quoi. C'est-à-dire que sur une planche, tu sors plus presque 350 kg de patates, quoi. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, cette année, donc là, on fait un suivi avec le laboratoire Celestalab, donc qui est vraiment un laboratoire qui a donc à l'initiative de Xavier Salducci, qui est vraiment très très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment fantastique comme analyse. Ça permet vraiment un pilotage très précis, à la fois sur le côté physico-chimique, mais surtout l'analyse biologique de votre sol. Et donc là, l'idée, c'était comme on avait fait massivement des apports de matière carbonée, ce qui manquait en gros pour rendre cette matière carbonée digestible et que ça puisse minéraliser plus fort, c'était du verre. Donc là, ce qui nous manque, c'est soit des engrais verts, soit de la tonte, ou éventuellement des feuilles, mais surtout plus de paille, plus de foin, et surtout pas de BRF, quoi. Alors voilà ce qu'il me disait, en tout cas les prochaines années, il fallait vraiment calmer ça. Donc une fois qu'on a récolté nos patates, donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la toile tissée, avant que les patates soient trop grosses, je l'enlève. Et ensuite, ça me permet, quand la culture est prête, de pouvoir broyer et passer une arracheuse à pommes de terre. Ça, c'est le seul outil du coup qu'on passe. Alors c'est un peu embêtant là, la récolte, parce que sur les sols non travaillés, du coup on n'a pas une terre qui est meuble, elle est ultra structurée, et donc en fait il y a souvent des gros blocs qui sortent derrière, et pour récolter les patates c'est pas évident. Donc au final, ce qui est censé être un gain de temps n'est pas finalement, parce que derrière il faut vraiment brasser, ça demande un temps de main d'œuvre qui est assez fort, mais voilà, pour le chiffre d'affaires ça reste intéressant. Donc on a, tu dis ? Et justement, il est petit, en fait, j'attends que ce soit le stade pour que quand j'enlève la toile, ce soit tout pile. Ça la caresse, mais c'est limite, quoi. Il faut vraiment choper le moment. On fait pareil sur les oignons et l'ail. Alors la première année où je l'avais fait, j'avais pas enlevé la toile tissée. Alors c'était assez intéressant parce qu'au niveau de la minéralisation, ça avait aidé puisque ça avait réchauffé. En revanche, au niveau de la charge de travail, c'était plus lourd parce qu'il fallait sortir. T'imagines, là, il y a, je sais plus, il faut refaire le calcul, mais tu as un bon millier de plans sur chaque planche au moins. Et donc il fallait sortir chaque patate, la foutre à côté, enlever la toile tissée, voilà, c'était beaucoup plus lourd. Et après, on se retrouvait avec un feuillage de pommes de terre qui n'était pas très pratique à utiliser. Là, le fait d'enlever la toile tissée, certes, j'ai une minéralisation qui va être un peu moins forte, mais derrière, un petit coup de broyeur, donc toute cette matière verte, un bon petit coup d'azote sur le BRF, et puis ensuite, on n'a plus qu'à passer l'arracheuse. Derrière la récolte de patates, donc là, on est mi-juin, entre mi-juin et fin juin. Alors, on a essayé plusieurs choses. Une année, on a fait pastèque melon, ça marche super bien. Ah, vraiment, il suffit de reformer les buts, je passe un petit coup de cultibut, je reforme ma planche, un goutte à goutte, une toile tissée et on plante. Et là, franchement, ça dépote super bien. Le problème, c'est que là, on est vraiment très très embêté par les campagnols. Très embêté au point que même en piégeant, voilà, c'est trop compliqué à suivre. Enfin, si c'était plus petit, on pourrait mettre plus d'attention. Mais là, même avec une dizaine de pièges, je m'en sors pas, quoi. Donc on a arrêté les pastèques et melons. À regret, mais on a arrêté. Donc ça, mais par contre, c'est un truc qui, si vous avez un suivi et que vous n'êtes pas trop infesté, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, quoi. Donc patates et après un melon ou une pastèque. On a déjà fait des tomates tardives, parce que nous, en fait, on a un petit creux au niveau de la vente, au niveau de juillet-août. Et en revanche, derrière, comme on a les magasins bio et les cantines, septembre-octobre, là, on a une demande énorme. Donc le fait de planter des tomates fin juin, alors clairement, on n'aura pas le nombre de grappes optimisé, mais on aura de la masse de tomates, principalement de la tomate ronde, pour le mois de septembre-octobre. Et donc on a déjà fait ça, par exemple un tunnel, donc ça nous fait patates primeur et tomates. Voilà. Mais là cette année, comme les analyses nous ont dit attention, il manque du verre, on a claqué un engrais vert. Donc on a récolté nos patates, j'ai reformé juste les buts avec un passage d'outils, donc là je ne l'ai pas là, mais c'est un cultibut pour ceux qui voient. Non, pas cultibut, qu'est-ce que j'ai passé ? Si, c'était le cultibut, donc cultibut de l'atelier paysan. Oui, donc on a fait un engrais vert, donc là c'était un mélange de chez un paysan, le fameux. Donc le métail, il en restait avec, donc il y avait avoine noire, triticale, épeautre, pois, vesse, puis j'ai rajouté un peu de févrole, de la facélie, du sarrasin. Alors là j'ai fait l'erreur de semer trop dense sur toutes les petites graines. Du coup, ce qui veut dire que les grosses graines, parce que là ce que je voulais c'est surtout justement qu'il y ait des légumineuses, elles n'ont pas eu le temps de s'exprimer, et donc les petites ont pris le dessus. Ensuite, il y a eu un autre souci, c'est que du coup j'étais en accident de travail, j'ai pas été beaucoup là l'été, donc voilà, l'arrosage n'a pas été suivi comme il fallait, et donc clairement un engrais vert, là sur des sols comme ça, on aurait dû avoir au moins un truc qui faisait 2 mètres, et on s'est retrouvé avec un... Voilà, ça a loupé, en gros on n'a pas eu 1 mètre de biomasse, donc allez, au mieux on a fait 4 tonnes de matière sèche, donc c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas optimisé le temps, voilà, mais bon. Et donc au niveau de la technique pour semer cet engrais vert, une fois que les buts ont été reformés, du coup on était sur un sol travaillé, sans paillage, on a semé notre engrais vert à la volée et on a eu la chance d'avoir pas mal de tontes. En fait, il y avait les collègues qui tondaient le terrain de foot
Et donc après la bennette, on a recouvert ces semences de tonte. Voilà, donc on a eu le jus de feuilles de patate, la tonte, et puis ensuite l'engrais vert qui a été donc qui a été occulté. Celui-là, je l'ai occulté fin août. Voilà, fin août, pour ensuite planter là des salades. Là, il y avait du mesclun. Alors là, le problème qu'on a eu, vous voyez, parce que c'est pas... Alors, déjà, il y a pas mal d'enherbement. Alors malgré l'occultation de 6 grosses semaines, j'étais assez surpris, mais là, ça s'est enherbé assez fort, principalement du mouron. Deuxième souci, c'est le calibre, c'est-à-dire que là, avec les sols qu'on a là, normalement, ça aurait dû être plus gros. Alors ce qui s'est passé, en fait, sol pas travaillé, ce qui est la problématique toujours, c'est la minéralisation sur sol froid. Et j'ai pas percuté que du coup, si on avait un mois d'octobre-novembre qui n'était pas super chaud, même s'il y a les watts potentiellement dans le sol, ça n'a pas minéralisé comme il fallait. On a eu un mois de novembre qui était vraiment frais. Et bon, c'est pas catastrophique, mais les salades n'ont pas des gros calibres, quoi. Donc là, du coup, il faudra qu'on voit, soit j'aurais dû être un peu plus proactif au niveau des P19, c'est-à-dire en mettre un le soir et l'enlever la journée, enfin l'inverse, ouais, le mettre le soir et l'enlever la journée. Soit il y aurait eu l'autre possibilité, c'était de mettre des bâches plastiques pour activer la minéralisation. Voilà. Et ensuite derrière, alors là par contre c'est le problème, c'est que derrière nos salades on a de la mâche. Seulement le problème c'est que, bon là, il y a plein de petites mains, il y a plein de jeunes qui viennent pour planter, mais que planter de la mâche sur sol non travaillé, c'est extrêmement long. Parce que là avec les années, il y a des sols qui se sont structurés fort, quoi. Donc on a l'impression que c'est dur, non c'est pas dur, c'est extrêmement structuré. Seulement pour faire un petit trou sur chaque mode de mâche, ça prend un temps délirant. Donc on a fait, par exemple le produit tunnel que vous avez vu là-bas, ça fonctionne très bien, c'est juste qu'au niveau du temps, c'était hyper long. Donc du coup, c'est quoi les options? C'est comme je pense les collègues font classiquement, c'est sur compost. Le problème, c'est que là, du coup, les taux de matière organique, ils sont très forts. Et donc rajouter du compost, alors déjà financièrement, ça ne se justifie pas parce que notre mâche, on en passe 3/4 en demi-gros. Donc financièrement, on ne le retrouve pas. Et puis agronomiquement, rajouter de la matière organique sur des trucs où il y a déjà limite un peu trop de matière organique, ce ne serait pas cohérent. Et donc là, j'étais un peu dans une impasse, quoi. Au final, j'ai travaillé le sol. J'ai travaillé le sol aussi parce qu'on est un peu à la bourre au niveau des plantations. Et que là, on avait 10 000 mottes à planter, et que clairement, planter sur un sol travaillé, ça va très vite, quoi. Ça va 10 fois plus vite. Hein. Donc voilà ce qui explique le sol à côté. Donc là, vous allez remettre une bâche et mettre la... Non, là, c'est la mâche, c'est direct. Hein. Ouais, la mâche en direct, là. Ouais. Et là, tu n'as pas fait d'analyse du coup après pour savoir si ce que tu avais apporté en verre, ça suffisait? Non, là c'est vrai que ce serait super intéressant de faire des suivis à l'année par rapport aux analyses, de voir comment ça réagit rapidos. Là, on a refait des analyses cette année, mais pas en tunnel. On a fait des analyses extérieures, voilà, c'est presque 300 balles quand même l'analyse du coup. Mais c'est sûr que ce serait génial, hein, des monitorings vraiment précis sur des parcelles. Ce serait top, je pense que l'année prochaine on en refera un ici, tu vois. Voilà, donc là ce sera mâche, partout quoi. Et ensuite, si j'ai le temps, je sèmerai un petit engrais vert, sinon éventuellement un radis, et après ce sera pour les tomates en semaine 18. Voilà. Voilà un exemple de rotation, quoi. Donc maintenant, ouais, on essaye, avec ces analyses, on va essayer de... Enfin, on essaie maintenant de le faire depuis 3-4 ans, c'est qu'il y ait au moins un engrais vert une année sur 3, quoi. On s'est aperçu chez des collègues maraîchers, enfin, des gros collègues, quoi, enfin des collègues qui ont des grosses surfaces, qui travaillent très bien en bio depuis des dizaines d'années, que malgré tout le soin qui est apporté, avec le travail du sol et puis les fatigues des sols et le fait que ce soit en tunnel, certaines impasses agronomiques ou bien des sujets délicats où du coup il y a des trucs qui ne fonctionnent plus. Donc là, on n'a pas de tunnel mobile. Moi, ce que je trouve génial quand c'est possible, vraiment là, du coup, le tunnel mobile, ça prend tout son sens, quoi. Au niveau mais bon, voilà, faut pas avoir trop de vent, il y a quand même des points de vigilance, mais au niveau agronomique, moi je trouve, voilà, donc là, donc on le voit bien dans le livre d'Eliot Coleman, des légumes en hiver, où là vraiment il développe ça d'une manière hyper précise, en 2 zones, 3 zones, 4 zones. Là il a fait des travaux vraiment, je pense que vous connaissez. Hein. Voilà, mais là comme on n'a pas de tunnel mobile, on met des engrais verts. Donc justement au niveau des planifs, on en parlait un petit peu avant, je pense vraiment qu'aujourd'hui, même si financièrement, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent directement, mais l'engrais vert est indispensable sous tunnel et c'est pour ça que quand on s'installe, je pense qu'il faut prévoir au moins un quart de surface en plus dès le départ de tunnel. Parce que si on ne le fait pas dès le début, on ne va pas racheter un tunnel pour mettre de l'engrais vert et de prévoir cette surface supplémentaire pour pouvoir tous les 3 ans mettre un engrais vert. Voilà. Et laisser le sol se structurer parce que du coup en tunnel c'est pareil, comme les sols s'appauvrissent, etc. Si on broie et qu'on travaille le sol dans l'engrais vert, ça ne va pas faire le même effet de structuration que juste le rouler et laisser le sol faire son travail. Enfin les organismes vivants du sol faire son travail. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions.
Non. Elle a apporté combien de compost et de bois là en tonnes en mètre cube là, pour la surface là? Les dernières années, tu veux dire? Depuis le début là, pour obtenir le sol. Ouais. Là, parce que... Alors là, en gros, ça fait 5 ans, 5-6 ans on va dire que par an, il y a à peu près 30 cm de soit BRF feuille, de la tonte. En fait, c'est vraiment, vous voyez, comme ce qu'on a là, je le fais vraiment au gré des apports des paysagistes. C'est-à-dire que là, on a un mélange avec, c'est principalement feuilles et broyat. Ensuite, moi, je mélange les résidus à gauche. Vous avez un tas de vieux céleri, du poireau, donc je mélange les déchets maraîchers et puis aussi les déchets horticoles de mon collègue. Donc parfois, il y a des fleurs, il y a des petits restes de terreau, voilà. Et on fait, donc je brasse ça au Bobcat. Enfin, je le brasse surtout pour que ce soit homogène et puis qu'on ait de la place. Hein. C'est pas dans une visée de décomposition plus rapide. Donc on n'arrive jamais au stade compost. On l'utilise au fur et à mesure. Et par exemple, cette matière-là, vous voyez là derrière les poireaux, j'ai pas eu le temps de semer un engrais vert, c'était trop tard. Donc derrière, en prévision des choux l'année prochaine, on vient mettre justement 20-25 cm de feuilles, tourne broyat de ce mélange-là. Avec justement, je ne sais pas ceux qui connaissent la machine de Johannes Storch de la ferme Dickendorf. Donc on a fait un essai cette année sur les choux. C'est vraiment une machine fantastique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a un avenir phénoménal. Pourquoi? Parce que cette machine-là, elle découpe le paillage. Parce que nous on a un strip till, mais la grosse limite du strip till, c'est que ça ne supporte pas du tout les résidus carbonés. Ça va couper un engrais vert frais, mais le problème c'est qu'un engrais vert frais, il va vite se décomposer, il y aura de l'enherbement. Cette machine, elle découpe un mulch, donc ça va te découper jusqu'à 20 cm de paillage. Ça travaille légèrement du coup sur le sol. Et ça vraiment, cet effet-là, avec le printemps froid, on a vraiment vu l'effet intéressant du travail de minéralisation, d'un travail du sol léger sur la ligne, quoi. Et là, je l'ai vu cette année, on s'est fait avoir sur d'autres endroits où j'ai pas voulu travailler les sols. Et ça fait 2 années de suite que les primeurs, je les loupe, parce qu'il n'y a pas la minéralisation suffisante. Et pourtant, on est sur des sols sableux. Hein. On est de base à en gros 60% de sable, 30% de limon et 10% d'argile. Mais là, clairement, ça fait deux années de suite que les primeurs ne poussent pas. Donc cette année, voilà, sur les primeurs, je travaille les sols, parce qu'il faut que ça minéralise. C'est sûr que même si agronomiquement, je suis un peu déçu de devoir le faire, mais voilà, financièrement, il faut que ça tourne. Et puis si ça me permet de payer la paille, les engrais verts, voilà, en gros, je travaille le sol sur 20 hectares pour ne pas le travailler sur les 2 autres. Donc au final, il ne faut pas oublier l'aspect commercial quand même, quoi. Il faut que ça fonctionne, les gens... Alors, et en plus, c'est d'autant plus compliqué que comme maintenant les gens ont... moi le premier, on a accès à tout le temps, au niveau de la qualité de légumes, enfin les variétés de légumes. Si en plus on tarde à avoir des primeurs, alors là, c'est déjà difficile de dire « Ah ouais, c'est cool, j'ai des patates nouvelles à mi-mai. » Ouais, mais j'en ai déjà d'Italie qui valent 2 fois moins cher. Ah, t'es là, oh, ah. Donc il faut que ça marche, il faut que ce soit bon, et puis il faut communiquer avec, quoi. Voilà. Et là, sur tes rotations, tu mets Oui. des tomates tous les 2 ans? C'est ça, tomates tous les 2 ans et encore certains tunnels tous les ans. Par exemple, jusqu'à présent, j'ai pas observé de problème. Après, c'est vrai que là, par rapport à nos planifications, on est ric-rac en tunnel. Là, les 3 petits à côté, ils sont foutus. Enfin, ça. Celui-là, en gros, franchement, si je voulais vraiment faire du bon boulot au niveau agronomique et puis avoir ce qu'il fallait il m'en faudrait 7 comme ça, quoi. Là, on en a 4, il m'en faudrait 3 supplémentaires, quoi. Pour être tranquille. Pourquoi? Parce que par exemple là sur les primeurs on fait un tunnel de patates, un tunnel de verdure, radis et compagnie, enfin ça va très vite. Hein. Si tu veux faire des tomates primeurs, il te faut la place rapidement. Donc là on commence à, en tout cas si on reste dans ce principe là de vendre autant en demi-gros, je suis un peu limite, quoi. Voilà, d'où l'intifique. Hein, tu as calculé la rentabilité entre la vente demi-gros et puis la vente panier et puis au magasin? Tu dis la calcul de rentabilité dans quel sens? Savoir ce qui est le plus rentable pour vous. Ah clairement c'est pas très rentable de faire du demi-gros, hein, oui, vu le temps que ça prend. Commercialisation, quoi. Ah si, c'est très long pour moi, je dois appeler 2 fois par semaine les magasins, je dois leur faire la liste de ce qui est dispo, machin, préparer, récolter, laver, livrer, c'est très très long. C'est très très long. Moi ça me prend énormément de temps. Alors après voilà, c'est sûr qu'on fait du chiffre, hein, ça fait quand même la moitié de notre chiffre, mais pour un travail qui est 3-4 fois plus gros, quoi. C'est sûr que le top, moi je kifferais, c'est faire 150 paniers et on n'en parle plus, quoi. Ouais. Mais on n'a pas la demande pour, quoi. Et pour travailler tes planifications, ouais. Tu fais en hiver avec ta collègue qui sait à peu près ce dont elle va avoir besoin et toi, Non, mais en fait c'est moi par rapport en gros à l'année N-1, je dis voilà ce qui a fonctionné, voilà là où j'ai manqué par rapport à tel volume, tatati, voilà. Et tu utilises des outils? Ça et papier stylo. Non mais c'est vrai, hein, ça. Ouais.
Et alors ouais, après nous, de plus en plus, on essaie de, enfin, on rationalise, c'est-à-dire au niveau diversité, j'en fais de moins en moins. Hein. Je pense que là, il va y avoir des convergences entre les petites structures et les grosses. Il y a les grosses où on va faire de l'achat-revente, carottes, poireaux, et les petites structures où on pourra amener beaucoup plus de variétés. Ouais, tout à fait, ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Moi, je pense que dans le maraîchage, c'est cette convergence entre les gros et les petits. Ouais, ça pourrait. Ouais, quand tu... Voilà. Quand tu fais des paniers, tu as besoin d'avoir des séries que d'un légume qui vient en même temps pour pas te casser la tête, d'avoir la même composition. Carottes, carottes, tout le temps. Et en petite structure, faire des carottes, à un moment, c'est quand même compliqué. Il faut de la place. Ouais, puis avec la conservation aussi, c'est que du coup, quand tu achètes tes 10 kilos à la semaine, c'est une chose, mais quand tu dois laver, tu vois, c'est contraignant. On a encore le temps de faire une Oui. en plein champ. Bien sûr, ouais, on peut aller voir à côté sur les poireaux. Là. Ouais, c'est fini, là, Les choux c'est fini, ouais, il reste plus. Alors les choux cabus, en tout cas cabus pointus c'est fini, il reste les Milan qui ont moins bien fonctionné et les choux cales. Ouais. Bah, je vous propose qu'on aille voir les poireaux et futurs choux. Ça c'est pas mal. Donc là, Et ça, c'est tout ce que comme on dirait dans les tuches, un bon mulch de bâtard. tout ce que tu as répondu, tout ce que tu as travaillé toi-même. Ouais. Et là on va continuer du coup, chaque fois qu'on libère une planche, Tu rajoutes. Ouais. Donc là, ici l'année dernière, c'était des pommes de terre. Donc voilà, on a pommes de terre, voilà. Ah oui, alors j'essaye de plus travailler les sols, mais pour les patates, on travaille classiquement. Hein, donc buté, on fait les pommes de terre primées en non travaillées et ensuite les patates. Donc là, récolté fin août et ensuite un engrais vert semé à la main. Donc pareil, je reforme les planches. Alors généralement après le passage de la machine à récolter les patates, je passe un coup de chisel pour décompacter, ça décompacte pas vraiment, mais pour un peu ameublir. Et je reforme les planches avec les outils de planche permanente. Seulement là, avant ça, comme les patates, généralement, comme ça tire assez fort, j'avais encore pas mal de matière l'année dernière. Et toute la matière que vous voyez dessus, là j'ai fait un apport que j'ai intégré dans les planches, dans le sol. Donc j'ai épandu, peut-être pas autant quand même. Là on a amené, j'ai dû amener, je sais pas, 5 mètres cubes par art. Mais c'était surtout du broyat, il y avait moins de feuilles que j'ai incorporé pour amener de la matière et du gras dans le sol. Ensuite j'ai semé l'engrais vert à la volée, recouvert de paille. Donc l'engrais vert à la volée, recouvert de paille, et puis ensuite rouler en semaine. Donc les premiers poireaux, on les a plantés semaine 23, occultés semaine 15, donc 8 semaines avant. On enlève la bâche, donc ça c'est déjà long, hein, parce que le problème c'est c'est très très venteux chez nous, du coup au niveau des poids c'est très long. Pour vous donner un ordre d'idée, pour occulter à peu près une quinzaine d'arts, on met 3 heures à 4. C'est long. Hein. Donc on a retiré la bâche et ensuite l'idée, alors c'est un itinéraire qui ne me convient pas hein, pour l'instant, mais je vous le dis que, voilà comment il fonctionne en ce moment. Je passe ensuite le strip-till. Seulement le problème du strip-till, c'est qu'il supporte vraiment pas du tout la paille. Et il a tendance à bourrer un petit peu quoi. Et comme j'ai un tracteur 2 roues motrices, ça me fait pas des sillons très propres. Donc je suis obligé de faire un aller-retour pour avoir un sillon assez profond, pour qu'on arrive à planter le poireau très profondément, puisque comme on ne va pas le buter, il faut que toute la partie qui va faire du fût soit en terre si possible. Donc voilà, on fait quand même comme ça. Ensuite on plante à la main, plante nos poireaux. Et ensuite quand le poireau s'est relevé au bout d'une semaine 10 jours, on vient remettre de la paille. Donc là on vient remettre 200 kg à l'art. Pourquoi ? Parce que pour pas que le sol soit nu, pour pas que ça germe. Donc c'est très très contraignant au niveau de la main d'œuvre. Donc au niveau du déroulage de paille sur l'engrais vert, là j'utilise des balles rondes. Ensuite au niveau du repaillage derrière, là j'utilise des bottes carrées. Ça permet ensuite de venir remettre... Et par contre derrière, alors on n'a pas trop de désherbage, sauf les repousses de blé de la paille. Mais par contre derrière, vous voyez, on a franchement des poireaux assez sympas quoi. Mais la paille tu la mets à la main alors pour pas enterrer les poireaux, alors, recouvrir les poireaux. Donc t'imagines que j'ai fait le sillon. Ouais. Donc ça a fait une bonne découpe. Donc ensuite on vient planter le poireau profond, là on est à peu près à 12 cm. Le poireau se relève au bout de 10 jours, enfin une semaine 10 jours. Et ensuite tu vois les carrés de paille comme ça. Ouais. Donc tu prends ton carré et puis tu secoues tout le long, entre chaque... Ouais ok d'accord. Bah, regardez là on le voit bien. Hein. Et donc là, jusqu'à là on est sur les poireaux d'automne. Donc là les rendements franchement approximativement, hein, j'ai pas pesé une planche mais je peux vous dire que c'est de l'ordre de 30 tonnes hectares. Peut-être un petit peu plus, pas moins, mais peut-être 32, un truc comme ça. Voilà, un bon 30 tonnes hectares, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour un poireau qui n'a pas été buté avec 0 engrais. Donc 0 engrais sur un sol sableux,
C'est génial, quoi. Ça veut dire que les organismes vivants du sol, on leur doit vraiment tout là-dessus, quoi. Hein. C'est un boulot qu'ils ont fait fantastique, quoi. Normalement, c'est impossible. Avant, même en butant les poireaux avec de l'engrais, on n'a jamais réussi à faire des choux ou des poireaux comme ça. Depuis qu'on travaille plus les sols, ou pas beaucoup, et qu'on leur donne à manger, mais ils nous le rendent, c'est génial, quoi. Avec un arrosage presque minime, quoi. Franchement, c'est vraiment génial. Mais par contre, il y a ce problème-là du striptil qui est merdique. Donc là, j'ai discuté avec Benoît. Oui, bien sûr. Oui. Sur une paille hachée, ça ferait la En fait, si tu as une paille hachée, maximum 2 cm. Mais dès que tu es à plus, ça bourre. Et le problème aussi, c'est que du coup, si tu en mets partout, puisque tu veux pas que ça germe, bah, quand tu désoccules, c'est encore humide. Puis le tracteur, il patine sur ta paille. Alors c'est vraiment chiant, quoi. J'ai pas la solution. Donc la solution, peut-être, il y a le collègue Benoît là, qui utilise une planteuse poinçonneuse, tu sais. Ouais, mais elle plante pas sa machine, elle fait juste le trou. Elle fait le trou dans le... Elle fait trou dans le mulch. Et donc apparemment, même si tu as 20 cm de mulch, donc là, il faut que je vois avec lui si je peux peut-être lui emprunter, quoi. Tu disais quand même que l'autre machine, le fait de faire le sillon, ça minéralisait dans le sillon. Alors là, tu n'auras pas cet effet-là, quoi. Alors oui, le problème, alors ça ce serait fantastique avec la machine de Johannes. Par contre, le défaut de la machine de Johannes Torch, c'est que le poireau, il peut faire un trou profond maximum de 10 cm. Or 10 cm de fût, c'est limite, quoi. Pour un poireau, enfin, nous, comme on le vend, il faut que ça fasse du gros machin. Là, c'est pas mal. Bon, là, c'est le début, il faudrait vers le milieu, c'est un peu plus sympa. Mais à voir, il y a un truc à... La machine de Benoît, elle ferait des trous à plus de 10. Ah ouais. Ah ouais, là, t'as 20 cm de fût dans le truc, ah putain, t'as plus qu'à mettre le poireau dedans, quoi. Il faudrait que tu l'essayes quand tu l'auras. Ouais, donc voilà, ça ce serait l'amélioration que j'aimerais bien faire. Et donc ensuite, on récolte nos poireaux. Et dès qu'on a récolté nos poireaux, parce que vous voyez, là, ils ont mangé quand même les vers de terre 300 kg de paille à l'art, quoi. Là, on a amené 300 kg, il n'y a plus rien. C'est ouf. Donc là, forcément, derrière, ils ont faim. Donc on leur ramène. Donc là, c'était un mélange avec feuilles, broyat, déchets horticoles, déchets végétaux. Et puis voilà. Donc là, c'est à la benne. Hein. Ça prend. Là, je mets à peu près 10 mètres cubes à l'art. Et ça me prend. Franchement, ouais, au moins 2 heures à l'art, quoi. On est à 2. Hein. Il y a un jeune sur le tracteur. Et puis moi, je suis au croc derrière, quoi. Oui. Oui. Alors là, ça paraît très épais, mais parce qu'il y a de la feuille. Et du coup, comme il y a de la feuille, ça fait souffler. Tu vois, si tu regardes les premières planches que j'ai fait il y a plus longtemps, elles sont plus tassées. Ça, c'est les plus récentes qu'on a fait la semaine dernière, quoi. Tu viens plutôt avec des cultures d'arrière-saison. Alors celle-là, tout ce bloc-là, ce sera donc chou en semaine 22. Donc ça veut dire que là, parce que j'ai pas eu le temps de semer l'engrais vert, donc ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, semaine 16, je vais venir occulter. Et puis, on désocculte en 22, et normalement, avec la machine de Johannes Torch, on viendra planter nos choux. Directement dedans. Et 5 planches, je garde juste 5 planches pour les carottes. Et là, par contre, en fait, l'année dernière, justement, j'avais prévu de faire des carottes là-dessus. Et je m'étais acheté le semoir, c'est quoi? C'est le Terra Donis, là, où j'espérais qu'avec le disque ouvreur, je puisse ouvrir pour le mulch et semer les carottes. Seulement, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout assez lourd, quoi. Donc, je suis arrivé comme un con, j'étais tout content. Ah putain, ça marche pas, quoi. Et donc là, bon, on va faire semi sur compost, quoi. Semi sur compost, mais compost, c'est quand même là en plein champ, c'est quand même 100 € à l'art, en gros, quoi. Hein. Si on met en gros 6 cm, ça fait 100 € à l'art. Donc tu fais 5 quarts de carottes, ça te fait déjà 500 balles rien que de compost, quoi. Donc tu as intérêt à bien vendre tes carottes. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on va faire. Tu apportes à manger aussi Avec le compost ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Allez, eh ben, très bien. Merci Pierre. Cool, avec plaisir. Avec plaisir. Merci Pierre. Et ta haie, Bon après-midi. t'as toujours pas mise De quoi ? ta haie. La haie, on la plante début janvier, là.